Le bulletin Afrique présenté par Régis Kofi. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Les dirigeants des États d'Afrique de l'Est se sont retrouvés à Addis Abeba pour donner une nouvelle impulsion au processus de paix au Soudan du Sud au lendemain d'une première rencontre entre les deux opposants, 2 ans entre Riek Machar et Salva Kiir. Denise de la Fafiette nous en parle. Les deux hommes se sont rencontrés mercredi soir, également à Addis Abeba, après y avoir été invités par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui préside l'autorité intergouvernementale pour le développement, organisation régionale qui œuvre depuis de longs mois à réactiver le processus de paix. Salva Kiir et Riek Machar s'étaient avant cela rencontrés pour la dernière fois en juillet 2016, quelques heures avant que n'éclatent dans la capitale Juba d'intenses combats entre leurs forces. Ces affrontements avaient forcé le chef rebelle à fuir le pays et avaient signifié l'échec d'un accord de paix conclu en août 2015, ayant permis à Riek Machar d'être réinstallé au poste de vice-président. Les chefs d'État des pays membres de l'IGAD, notamment le Soudanais Omar el-Béchir, le Kenyan Uhuru Kenyatta, le Somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, devraient tenter d'accentuer le processus sur Salva Kiir et Riek Machar afin de relancer un processus de paix au point mort. Les observateurs se veulent toutefois prudents quant à l'issue de ces pourparlers et évoquent les nombreux cessez-le-feu violés depuis le début du conflit ainsi que la profonde défiance entre Salva Kiir et Riek Machar. Il s'interroge aussi sur la capacité des deux hommes à mettre un terme à une guerre dans laquelle s'affrontent de nombreux groupes armés. Début juin, le Conseil de sécurité de l'ONU avait donné jusqu'à la fin du mois aux belligérants pour faire respecter ce cessez-le-feu et arriver à un accord politique viable brandissant la menace de sanctions. Les Maliens seront appelés aux urnes en juillet prochain, mais en attendant, l'heure est à la distribution des cartes d'électeurs, des cartes qui pourraient être remplacées par les cartes numéro d'identification nationale. L'opposition s'insurge contre cette situation. Ange Kouadio. Au Mali, la distribution des cartes d'électeurs biométriques a démarré. Près de 8,5 millions de Maliens doivent les récupérer d'ici le 29 juillet, date de l'élection présidentielle. La carte biométrique est normalement l'unique document qui permet de voter. Récemment, le gouvernement a émis l'hypothèse que dans des cas exceptionnels, les cartes numéro d'identification nationale NINA pourraient être utilisées. La proposition a été faite fin avril lors d'un cadre de concertation avec l'opposition sur l'organisation du scrutin. Le gouvernement suggère qu'en cas de force majeure, le ministre de l'administration territoriale autorise l'usage de la carte NINA pour voter. Ces cartes avaient été mises en place en 2013 lors de la dernière élection présidentielle. Mais cette disposition fait grincer des dents à l'opposition. Cela veut dire qu'en cas d'événement exceptionnel, calamité, catastrophe ou d'événement soudain que l'administration ne pouvait pas prévoir, la carte NINA va remplacer la carte d'électeur biométrique. Justifie en effet Baba Aman Maïga, le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale. Cette mesure inquiète l'opposition, qui trouve qu'elle confère un pouvoir trop important au ministre de l'administration. Comme l'explique Maître Demba Traoré, secrétaire à la communication de l'Union pour la République et la démocratie, URD, un parti d'opposition. C'est une procédure très longue. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer? S'interroge-t-il. Autre sujet de préoccupation. En 2013, le bureau du vérificateur général avait pointé du doigt l'existence de 900 000 cartes NINA en trop par rapport à la liste des électeurs. Ces documents vierges ont depuis lors disparu et l'opposition redoute qu'elles soient utilisées à des fins frauduleuses. Direction le Niger, où plus de 170 000 personnes sont menacées par la pluie. Timoko Diarasuba. Les populations les plus menacées sont celles de Dosso où plus de 60 000 personnes pourraient être affectées, Niamey plus de 44 000 et Maradi au moins 25 000 sans oublier les régions d'Agadez, de Tillabéri, de Zender, de Tawa et de Difa qui pourraient également dans une moindre mesure en subir les conséquences. D'après OCHA, la saison des pluies qui vient de débuter au Niger est marquée par de très faibles précipitations pour l'instant, risque de connaître une pluviométrie plus importante dans les 3 prochains mois dans plusieurs régions du pays avec pour corollaire des débordements très importants des cours et plans d'eau. Dans son plan, OCHA propose, entre autres, le renforcement des mesures de prévention et la résilience des populations exposées face à ces catastrophes naturelles. Pour mémoire, le Niger fait face ces dernières années à de grandes inondations à chaque saison de pluie. Une saison paradoxalement très courte et caractérisée par de rares précipitations, mais qui cause généralement des pertes en vie humaine et des dégâts matériels.
Le chef de la police gambienne a démissionné ce jeudi, une démission qui intervient 3 jours après la mort de 3 manifestants anti-pollution tués par une unité spéciale de la police. Nadej Kofi. Selon le porte-parole de la police, interrogé par l'AFP, la démission de l'inspecteur général de la police, Landing Kinte, a été acceptée par le président Adama Barrow. Tôt lundi matin, les unités d'intervention de la police avaient surgi dans le village de Faraba Banta, à 50 km de Banjul, où les habitants protestaient depuis des semaines contre l'exploitation d'un site d'extraction de sable servant à la construction qui, selon eux, pollue les rizières de cette région. Les policiers ont tiré à balles réelles sur les manifestants, en tuant 2 et en blessant 5. Un 3e manifestant a succombé à ses blessures mercredi. 16 policiers avaient par ailleurs été blessés. Lundi, le bureau de l'inspecteur général de la police a indiqué qu'il n'avait pas autorisé le recours à des armes à feu contre les manifestants. Mardi, le chef de l'État a condamné les violences policières et promis que justice serait faite et que de tels faits ne se reproduiraient plus. Des témoins cités par Amnesty International et par Human Rights Watch dans un communiqué conjoint ont affirmé que les unités spéciales de la police étaient intervenues à Faraba Banta alors que des manifestants bloquaient les voies d'accès au site minier et qu'elles avaient tiré sans sommation sur la foule. Le président Adama Barrow se rendra à Faraba Banta pour participer à la prière et rencontrer le comité villageois de défense de l'environnement à l'origine des manifestations. Merci à Nadej Kofi, merci à toutes et à tous de votre attention. Ce point d'information est terminé. C'était le bulletin d'info présenté par Régis Kofi.